Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les tutos ROS 2. Aujourd'hui, on va voir comment on peut accélérer nos temps de développement grâce à la simulation avec le logiciel Weebots. Donc, sans plus tarder, le sommaire de cette vidéo. On va commencer par une introduction dans laquelle on va voir l'objectif de ce tutoriel, où est-ce qu'on veut arriver. Pour ça, on aura besoin d'un environnement de travail particulier avec une machine virtuelle Ubuntu et ROS 2 et Weebots. Et une fois que notre machine sera en place, on va voir comment fonctionne Weebots, les généralités et vraiment les trois notions essentielles que sont les mondes, les prototypes et les contrôleurs sur Weebots. Et enfin, on verra comment fonctionne le lien entre ROS 2 et Weebots, notamment avec la visualisation sur RViz2, qui est un outil de visualisation des données ROS, et la notion de TF, qui est assez importante dans ROS 2 et après dans Weebots aussi. Voilà, on commence tout de suite par l'introduction avec ce qu'on va essayer de faire durant cette vidéo. Alors, je suis là dans ma machine virtuelle Ubuntu et vous voyez deux fenêtres graphiques. À gauche, vous avez le simulateur Weebots, qui est la piste Covasiel fournie par les étudiants des concours Covapsi, avec dedans un contrôleur Weebots, un contrôleur qui est une voiture Tamiya. Donc on verra tout ça dans cette vidéo, comment ça fonctionne. Vous voyez en bleu le nuage de points généré par le lidar, donc on voit que c'est tournant et on voit les points qui sont générés. Et si on fait un ROS 2 topic list, on va voir que, ou topic echo plutôt, alors on va faire un clear pour avoir un peu plus de place. Si je fais un ROS 2 topic echo de /scan, donc qui est le topic qui est publié par les lidars par défaut sur ROS, je vois que j'ai un nuage de points qui arrive, alors il se rafraîchit, et ce nuage de points là, ça correspond au nuage de points qui est dans Weebots. Et avec un autre logiciel qui s'appelle RViz, qui est un logiciel donc de ROS, je peux visualiser graphiquement ce nuage de points. Donc là je suis dans ROS, là je suis dans Weebots, et je vois que mon système ROS, il voit ce que voit le lidar, comme verrait un vrai lidar normalement sur une piste Covasiel. Donc on va voir durant cette vidéo comment on fait pour faire tout ça, et ainsi pouvoir développer nos contrôleurs ou nos nœuds ROS et ensuite les tester dans le simulateur, plutôt que de devoir mettre sur la voiture à chaque fois sur la piste. On va gagner du temps, on va pouvoir faire les développements chez soi si on a la VM, etc. Ça va permettre de gagner énormément de temps. Donc, juste pour vous montrer, si je déplace un peu la voiture, je vais avoir une actualisation. Alors ça demande pas mal de ressources, là c'est pas optimum, on va en parler aussi pendant la vidéo. Donc là, si ma voiture se déplace, les données du lidar s'actualisent aussi dans RViz. Donc voilà pour cette introduction. On enchaîne tout de suite avec l'environnement de travail qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir faire tourner cette simulation. Donc déjà une VM Ubuntu 22.04. Pourquoi une VM et pourquoi Ubuntu 22.04? Alors, si on regarde sur le site de ROS, donc ici on a une page spéciale qui nous indique les compatibilités de nos différentes versions de ROS avec les différents systèmes d'exploitation. Donc ici, si je vois pour Humble, si je veux du tiers 1, ça veut dire le niveau de compatibilité le meilleur, il faut que je sois sur Ubuntu 22.04 ou Windows 10. Alors, j'ai jamais essayé sur Windows 10, j'ai regardé un petit peu comment la procédure d'installation pour Windows, et il y a une liste de dépendances à installer qui est long comme le bras, alors que quand on est sur du Ubuntu,
on fait un sudo apt install et ça nous gère les dépendances tout seul. Donc je préfère le faire sur Ubuntu. Initialement, ROS, c'est un système qui est développé sur Ubuntu. Ils ont rajouté la compatibilité Windows, mais c'est quand même beaucoup plus facile sur Ubuntu. Et donc 22.04. Si vous avez un Ubuntu 24.04 ou 20.04 ou une Debian ou autre, là vous allez passer en tier 3. Ça veut dire que vous passez en mode plus compliqué à installer, des dépendances moins assurées. C'est possible de faire tourner, mais c'est des galères assurées. Donc il vaut mieux le faire avec Ubuntu 22.04. Moi, comme j'ai pas de machine Ubuntu 22.04, j'ai fait une machine virtuelle. Au début, j'ai fait tourner cette machine virtuelle donc avec VirtualBox, mais depuis ma machine hôte sous Linux, sous Ubuntu 24.04, ça pose des problèmes parce que vous avez des problèmes de compatibilité de l'accélération 3D. L'accélération 3D, c'est ce que vous pouvez voir ici quand vous êtes dans la machine, là, 3D Acceleration. Si vous activez l'accélération 3D quand VirtualBox Linux, ça peut rendre votre machine instable. D'accord ? C'est moins bien géré. VirtualBox est plus développé pour Windows que pour Linux, au niveau de l'accélération 3D en tout cas. Donc je vous conseille d'installer votre machine virtuelle plutôt depuis un PC hôte Windows. Donc il nous faut une machine virtuelle plutôt, donc là dans l'exemple ça va être avec VirtualBox sous Windows et une machine virtuelle Ubuntu 22.04 desktop. Pour ça, on va sur la page de téléchargement d'Ubuntu 22.04, on télécharge l'ISO de Ubuntu et on configure sa machine virtuelle pour lui mettre le disque, etc. Il va falloir, si on veut avoir des performances et des temps de simulation qui sont corrects, si on ne veut pas que la simulation rame trop, il va falloir lui donner pas mal de mémoire vidéo. Donc moi je mets le maximum. Et donc activer l'accélération 3D. Donc ça c'est dans 3D Acceleration, dans affichage. Au niveau de la mémoire, il faut considérer que si vous travaillez sur cette VM là en mode graphique, vous ne faites pas trop de choses avec votre machine hôte derrière. D'accord ? Une fois que moi je l'ai lancé, je vais être tout le temps dedans. Je ne vais pas basculer entre Windows et la VM trop souvent parce que je lui ai donné beaucoup de RAM parce qu'elle en a besoin et ce qui fait que il reste beaucoup moins de RAM pour ma machine hôte et voilà. Par exemple là je suis en train de faire en même temps que je vous parle la capture vidéo depuis Windows, ça fait pas mal ramer mon PC. Donc on lui donne pas mal de RAM et on lui donne au moins 4 cœurs. D'accord ? En fait, vous pouvez aller jusqu'à la limite de ce qui est en vert sur votre poste. Après, au niveau stockage, vous faites comme vous voulez. En réseau, c'est mieux de faire un accès par pont pour que encore. Si vous êtes avec une Raspberry et autre chose, il vaut mieux faire un accès par pont. Voilà. Donc vous faites une VM comme ça, Ubuntu, et vous faites son installation. D'accord, je ne vais pas vous montrer toute la procédure d'installation d'une Ubuntu, mais c'est du classique. Une fois que sa machine virtuelle va être installée, on va pouvoir la démarrer et passer à l'installation de ROS2. Pour installer ROS2, on va suivre la documentation officielle. Donc on va sur le lien qui est donné dans la description de la vidéo ou sur le GitHub d'Ivarge Vauban. Et on va dans Ubuntu Install Devs et on suit la doc. On commence par la définition des locales, l'ajout des paquets, des dépôts, un update, un upgrade, et ensuite on va installer ces trois paquets ROS de Humble Desktop qui vont nous fournir ROS, Airviz, démo et tuto. Ensuite on va mettre ROS Humble, ROS Base et les DevTools. D'accord, donc vous pouvez
faire les trois, même si il y a sûrement de la redondance entre les deux, mais il va se débrouiller. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir sur la machine sourcer son ROS pour que votre ligne de commande connaisse les chemins des exécutables ROS. Donc c'est des choses qu'il faudra refaire régulièrement. Donc on va se mettre. Donc je vous montre pas toute la procédure d'installation parce que je l'ai déjà faite, mais il n'y a pas de problème. Normalement ça se passe sans problème si vous êtes sur une Ubuntu 22.04. Attention à ne pas faire un upgrade en Ubuntu 24.04 parce qu'il vous le propose à des moments. L'interface Ubuntu vous dit il y a une nouvelle version qui existe. Vous n'upgradez pas en 24.04, vous restez en 22.04. Donc on repasse dans la machine et là on va pouvoir faire un source slash opt ROS setup humble setup.bash. Et normalement, à partir de là, on peut taper des commandes ROS topic list par exemple, et là j'ai mis les topics. La démo propose, enfin l'installation propose pour vérifier deux commandes. Donc un cpp talker. Donc si après à côté j'ai un chatter et je fais un topic echo de chatter, hop, je vois mon topic qui parle. Alors je peux aussi faire lancer le listener, mais c'est pas obligatoire. Là, déjà si ça marche, c'est que c'est bon. Et à partir de là, vous devez aussi avoir rvis. Donc c'est rvis2 la commande pour le lancer. Donc rvis2 pour se lancer. Vous n'aurez pas forcément la même configuration là, mais vous pouvez vérifier que ça marche bien. Vous avez rqt aussi. Voilà, qui est un outil qui va permettre de faire des visualisations. Et rqt graph, on aura peut-être l'occasion de voir aussi. Ça, c'est tous les utilitaires graphiques qui vont avec ROS. Donc là, rqt graph, c'est très pratique, ça permet de tracer les liens entre les nœuds et les topics. Donc là, il n'y a que Talker, donc il n'y a pas grand chose, mais donc voilà, vous pouvez valider l'installation avec ça. Une chose qu'on peut faire pour ne pas avoir à s'embêter, c'est dans son bash RC. Donc quand on est dans son home directory, on a un fichier qui s'appelle, donc qui est un fichier caché qui s'appelle .bashrc, et à la fin vous pouvez rajouter la commande qui va sourcer déjà votre ROS, comme ça vous n'avez pas besoin de le faire à chaque démarrage du système, et aussi votre workspace si vous avez un workspace pour plus tard. Vous pouvez les rajouter. Alors ici, tiens, ça je vais l'enlever parce que finalement on va plus le faire en cyclone DDS. Important aussi, le ROS domain ID, donc on l'a vu dans la vidéo précédente, si on a plusieurs ROS qui tournent sur un même réseau, si on veut les faire communiquer ensemble, il faut qu'ils soient dans le même ROS domain ID. Donc on peut faire un export de ROS domain ID et avec un numéro qui va être le numéro de notre groupe. Voilà, si on est 3 étudiants à travailler sur un projet, ben on détermine notre ROS domain ID et on fait un export de ça. Si je le fais ici dans le .bashrc, ça me permet de ne pas avoir besoin de le faire à chaque fois que je lance un nouveau terminal. Donc ce fichier .bashrc, il est exécuté à chaque fois que vous ouvrez un terminal, un bash, dans Linux. Donc ce qui fait que vous lancez le terminal, ça fait un export du ROS domain ID et un source de setup.bash et de votre workspace setup.bash automatiquement. Ça veut dire aussi que si vous voulez lancer rvis
ou Webot et que Webot soit dans le ROS domain ID 42, il faut le faire plutôt en ligne de commande pour être sûr que vous avez votre export qui a été fait. Donc on va plutôt lancer AirViz par la ligne de commande plutôt que de le lancer par ici. Même là, il me le propose pas de toute façon. Et si on veut vraiment qu'il nous rende la main pour pas être parasité par, voilà, on fait un AirViz et puis on peut le lancer. Et là, vu que je le lance par le bash, étant donné que j'ai fait mon export, ben, mon AirViz, il est dans le ROS domain ID 42 et il verra les autres topics qui sont là. Voilà pour la partie installation de ROS. Donc n'oubliez pas de faire cette dernière configuration dans le point bashrc. Alors bien sûr, là, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un dossier home ROS workspace. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez un petit message erreur. Maintenant qu'on a notre VM Ubuntu qui est installé, ROS2 avec les outils qui sont également installés, il nous reste à installer le logiciel de simulation Webot avec également le pont ROS Webot qui est obligatoire. Donc pour ça, on va aller sur le GitHub Guivarch Vauban simulation simulateur Coaciel et vous allez avoir les liens pour le simulateur Webot et pour le bridge. Donc vous cliquez sur ce lien là, sinon vous les retrouvez assez facilement. Hein. Donc pour l'installation de Webot, on doit ajouter les clés de sécurité. On suit donc la procédure en fait, installing the Debian package avec apt. On fait ça pour ajouter voilà, les clés de sécurité, un apt update et un apt install de Webot. Je ne le refais pas, moi je l'ai déjà, mais la procédure ici, si vous la suivez à la lettre sur votre Debian, sur votre Ubuntu, ça fonctionne parfaitement. Et ensuite, il reste le pont Webot. Donc si vous avez déjà installé ça, vous pouvez vérifier l'installation en tapant Webot. Ici, vous devez avoir la petite icône avec la coccinelle. Et ensuite, pour le pont ROS Webot, eh ben, sur la doc de ROS Humble, on va avoir une page dédiée à Webot. C'est celle-ci, et si on fait installation Ubuntu, on voit qu'il faut simplement faire un sudo apt-get install ros-humble-webot-ros2. Et là, ça va installer le driver qui fait le pont entre votre simulation et votre robot operating system 2. Donc ici, c'est une interface entre ROS et Webot. Donc il y a des drivers et qui autorisent Webot et ROS à communiquer ensemble. Voilà. Et après les autres sous-packages sont des exemples, mais on a juste besoin de celui-là. Le Webot ROS2 Universal Robot, on n'en a pas besoin par exemple. Voilà donc pour l'installation de Webot et du pont. À présent, on va découvrir le logiciel Webot. On le lance donc en tapant Webot, c'est une des solutions. Plus tard, on utilisera une autre façon en ligne de commande en mettant directement le nom du monde qu'on veut ouvrir en paramètres, mais pour un premier lancement, pour découvrir un peu, on peut simplement taper Webot ici, et donc vous allez avoir la première fois un univers vide qui va être ouvert. Vous pouvez ouvrir les mondes exemples, Open Sample World, et ici on va prendre par exemple le robot Festo Robotino. Donc, on ouvre. Donc vous avez toute une banque de robots qui vous sont proposés, vous pouvez regarder, n'y passez pas non plus trop de temps, c'est pas l'idée, mais ça permet de voir l'étendue des possibilités de ce logiciel de simulation. On peut simuler des comportements de véhicules dans une ville pour faire les feux de circulation, etc. On peut faire vraiment plein de choses. Donc là on a ouvert
la simulation d'un robot Robotino. La première chose, c'est la manipulation de la vue de simulation. Donc on peut cliquer sur un objet et faire View, Change View, Top View. Et là, on va passer en vue top. Ça va être plus pratique quand même. Ou alors Align View to Object, Top View. Et là, il va suivre l'objet. Donc la manipulation de la caméra, c'est pratique d'avoir une souris avec la molette pour changer les angles de vue. C'est beaucoup plus pratique parce que si, au pad, c'est un peu compliqué. Ou sinon, vous utilisez les menus de vue. Donc là, le robot, il s'est planté. Donc l'interface, elle est constituée d'une vue de simulation, donc en 3D. Ici, sur le côté, on a tout ce qu'il y a dans notre monde. Donc, vous voyez, Wooden Box, ce sont les palettes. Vous avez les autres éléments. Je ne vais pas bien les regarder, mais voilà, chacun des points violets ici est une... Ah oui, Wooden Box, c'est pas les palettes, c'est les boîtes en bois. Ici, vous avez les panneaux, vous avez tout le monde qui est décrit ici. Donc vous, quand vous êtes sur Covaciel, vous aurez tous les virages, le sol, etc., des plots de chantier. Et voilà, on a vraiment tous les éléments qui sont là. On le verra plus tard, ces éléments ils sont décrits dans un fichier. Et on a notre robot qui est là, donc c'est un élément à part entière du monde, sauf qu'il est il va avoir plus de propriétés que les éléments comme une boîte en bois. Sur notre robot, on peut faire un clic droit, Edit Controller, et là il est déjà ouvert. Et là on va voir que ce robot, il a un contrôleur écrit en langage C. Donc ça c'est le code de notre robot. Donc on peut écrire des contrôleurs en langage C ou en langage Python. Donc pour la simulation de Covaciel, on fera plutôt un contrôleur en Python, mais les deux sont possibles. Et on a aussi un outil qui est pratique, c'est un clic droit Show Robot Window. Et ici, on va avoir en fait une page web donc, qui est hébergée en local, hein, c'est un serveur généré par Webot qui va nous permettre d'avoir les infos de notre robot. Donc par exemple, je peux avoir la vue caméra, alors là il s'est complètement planté le robot, donc ça va pas être très parlant. Je peux utiliser les flèches pour le déplacer. Ici vous voyez, oui, ça permet aussi de voir. Ici en bas, on a la console. Donc la console, on va avoir le debug, tout ce que nous dit notre contrôleur. En fait. Donc ce qui se passe, le contrôleur qui se lance, etc. On va pouvoir faire des prints avec du debug. Donc ici, c'est ici que ça va s'afficher. Là, je peux par exemple le mettre en mode automatique normalement. Robot. Autocontrôle, voilà. Donc si je repasse dans ma fenêtre, je vois dans ma robot Windows ce que le robot voit à la caméra. Je peux voir ce que ces capteurs de distance voient également. Alors il en a plusieurs. C'est pas très parlant. Parce que il n'y a peut-être pas grand chose dans son... Ah si, voilà. Donc ici, il y a des capteurs qui commencent à détecter des choses. On peut activer les autres capteurs en fonction de la configuration de votre proto, de votre robot. Vous avez ici la vitesse de rotation de vos moteurs. Lui, il a plein de capteurs, ce robot, donc on peut tout configurer là-dedans. Donc vous aussi, votre voiture, votre TT02, elle aura une fenêtre robot window comme ça, dans laquelle vous allez aussi pouvoir ajouter des choses, notamment le lidar, mettre le nuage de points. Donc ici, je crois que sur ce robot-là, ça fonctionne pas vraiment.
Donc voilà, pour le logiciel, il manque un point important, c'est ici lancer la simulation. Donc on peut lancer la simulation. Donc, par défaut, quand on ouvre un monde, le contrôleur se lance et la simulation se lance par défaut toute seule. On peut la mettre en pause, on peut la reprendre. Donc quand on la met ici en vitesse normale, donc il doit l'afficher in real time, il essaye de la faire tourner à vitesse 1 en temps réel. Il essaye, je dis bien, par exemple ici vous voyez que moi il n'y arrive pas, il y a à peine un demi. On peut le mettre en as fast as possible, donc aussi rapide que possible. Là, moi, ça va pas changer grand chose parce qu'il n'arrive déjà pas à le faire à 0,5, donc il n'arrivera pas à aller au-delà. Mais si vous avez un PC performant, vous allez pouvoir aller à 2, 3, 4, 5, 6, voire même plus, 10 fois la vitesse, si vous voulez faire une simulation rapide. Vous pouvez faire du pas à pas. Mais, donc là, c'est vraiment très très lent. C'est un pas de simulation par un pas de simulation. Donc on va voir que c'est un paramètre qui est défini dans le monde. Ici, notre monde, il est en... il va avoir un step, à mon avis, où est-il le step basic time step 32, donc 32 millisecondes. Donc là, chaque fois que je clique ici, je rajoute 32, donc 40, 72, etc., etc. Donc là, c'est toutes les 32 millisecondes le mode pas à pas. Et on peut ici aussi cliquer là pour restaurer l'état initial. Donc si je fais ça, je retourne au début de ma simulation. Je réinitialise la simulation. Voilà pour les bases du logiciel Waybot. Ah oui, ça c'est un peu pénible. Donc si on résume, view, on a la vue 3D, les détails du monde avec, on va avoir notre robot qui va être dans un des éléments du monde qu'il va falloir retrouver dans la liste. Notre contrôleur qui est ici, la console qui est en bas, et les outils pour lancer la simulation, gérer la simulation qui sont ici. Après, vous avez bien sûr d'autres options. Vous pouvez régler le niveau de détail si vous pensez que c'est pas assez rapide. On peut baisser la qualité. Par exemple, dans OpenGL, on peut baisser la qualité des textures, etc. Mais vous ne chercherez pas vous-même. Vous avez déjà de quoi faire avec les infos que vous avez là. Voilà. Donc maintenant que notre environnement de travail est fonctionnel, on va pouvoir attaquer le fonctionnement de Waybot. Pour ça, on va retourner sur notre machine virtuelle et on va cloner le dépôt simulateur Covaciel. On va avoir tous les fichiers Waybot dont on a besoin pour faire tourner la simulation. Donc ici j'ai fait un dossier tutorials Waybot dans mon home et je vais faire un git clone. Voilà. Et là j'ai donc 3 dossiers. Je vais me rendre dans Worlds et je vais lancer le monde Waybot. Donc Waybot piste Covapsi 2025.waybot. Ça va me lancer mon simulateur. Et pour voir un petit peu comment ça fonctionne, dans une autre fenêtre, on va lancer le nœud Teleop keyboard. Donc on fait rose de run Teleop, normalement il vote le twist et keyboard et encore Teleop twist keyboard. Donc je vous rappelle, le premier, quand on fait un rose de run, le premier c'est le nom du package et le deuxième c'est le nom de l'exécutable. Donc ici le package et l'exécutable nœud ont le même nom. Et là je fais entrer. Et donc ça c'est un petit utilitaire qui est fourni directement avec ROS et qui permet
quand je vais appuyer sur les touches du clavier, de publier dans le topic command vel. Donc là, si je fais un rose2 topic echo slash command vel, j'ai rien pour l'instant, mais dès que je vais cliquer sur mes, enfin appuyer sur la touche I de mon clavier, hop, je me déplace en lumière, ici en marche arrière. Alors attention, c'est en QWERTY, donc c'est un peu embêtant, mais voilà. Et je peux tourner Z-1, J. Donc ça publie sur mon topic command vel, et ça a pour conséquence ici, vous voyez, ma voiture elle a bougé. Donc on peut le faire ici, garder là, et on marche arrière. Voilà, je suis complètement retourné, mais bon, vous pouvez faire un essai, c'est juste pour voir que vous pouvez piloter votre voiture grâce au topic command vel, puisque le contrôleur ici qui tourne, le programme qui tourne sur cette voiture là s'abonne au topic command vel. Il ne fait pas que ça, il va aussi, si on fait un clic droit dessus, show robot Windows, on va pouvoir voir un peu mieux. Il va également dans LiDAR point cloud, que ça soit plus visuel, il va publier des données LiDAR sur le topic scan. Alors ça, pour le voir, on va pouvoir lancer RViz2. Et faire une configuration minimum de RViz. Donc c'est l'utilitaire de visualisation graphique de ROS. Normalement, vous avez quelque chose comme ça au premier lancement. Vous pouvez faire Add. On va mettre d'abord une grille pour avoir une grille. Et il va falloir mettre un fixed frame. Donc ici, on va mettre le LiDAR link pour commencer. Donc on a notre grille, notre fixed frame, et puis maintenant on va ajouter un laser scan. Et dans topic, on va indiquer que c'est le topic slash scan qui contient ces données. Et tout de suite on voit apparaître la vision de notre LiDAR. On peut agrandir la taille des points. 0,1 c'est pas mal. 0,1, donc 10 cm. On peut changer la forme des cubes, etc. Donc là, on a la démonstration, on va revenir un petit peu sur tout ça, sur le fonctionnement, mais on a la démonstration du lien un lien fonctionnel entre Webots et ROS, dans les deux sens. On a notre commande vel qui publie, donc grâce à mon nœud Teleop Twist Keyboard, et le robot bouge, et inversement, le robot simulé publie un LiDAR simulé, et ROS est capable de voir les données publiées par le LiDAR. Donc on a c'est fonctionnel. Il y a un utilitaire graphique qui est très pratique sur ROS qui s'appelle RQT_graph et qui va nous tracer automatiquement les graphiques de nœuds et de alors, voilà. Qui sont les nœuds et quels sont les topics. Donc on voit qu'on a les nœuds qui sont sous forme de rond, on a Teleop Twist Keyboard
qui publie sur command veil. TT02 Rose Controller, ça c'est le contrôleur Webot. Il s'abonne à command veil. Et TT Rose Controller, il va publier un transform, on verra plus tard. Et il va publier aussi un /scan. Alors on ne voit pas ici que Airviz s'abonne à /scan, mais je crois qu'on pourrait le voir aussi. Donc là, nous, c'est surtout ces deux nœuds-là qui nous intéressent, et éventuellement Airviz qui en fait qui serait là, quoi. Voilà, donc dans la suite, on va rentrer un petit peu dans les détails du fichier World, du contrôleur et des protos. Les fichiers maintenant, donc monde, prototype et contrôleur. On a donc dans le dossier personnel, j'ai fait un dossier tuto Webot. J'ai cloné le GitHub Vauban simulateur Covaciel et dedans j'ai trois dossiers pardon, et un fichier README. On va commencer par voir ce qu'il y a dans le dossier World, dans le dossier Proto et ensuite contrôleur. Le dossier Worlds, il a des fichiers cachés qu'on ne voit pas ici et il a piste Covapsi 2025.webot. Donc je ferme ça parce que par commodité, on va plutôt regarder dans VS Code et je l'ai ouvert ici. Donc ici, j'ai ouvert mon dossier simulateur Covaciel et j'ai dans World piste Covapsi 2025.webot. Donc que contient ce fichier? Ce fichier, c'est le descriptif du monde. C'est grâce à ça que j'ai ma piste, mon sol et ma voiture, pour faire simple. Il a tout d'abord des includes, si on veut, externe proto, ça permet d'inclure des prototypes extérieurs. Donc là, on va inclure des textures et, important, le TT02 2023b.proto, donc le prototype de notre voiture, ce qui va nous permettre à l'intérieur de notre fichier monde de mettre une voiture. Ensuite, une fois qu'on a passé les includes, on a un basic timestep. Ça c'est vraiment un point important, ça décrit en millisecondes le temps de simulation. Donc c'est-à-dire un pas de simulation fait 80 millisecondes ici dans ma configuration. Par défaut c'est 32 millisecondes. C'est-à-dire que toutes les 32 millisecondes, tout est recalculé pour faire évoluer la simulation. Les données des capteurs virtuels sont réanalysées. La boucle de step de votre contrôleur est réexécutée toutes les 32 millisecondes ou tous les 80 millisecondes ici. Et les actions sur le robot, voilà, sont faites toutes les basic time step. Si on a un temps d'exécution de notre simulation qui est trop lent, alors c'est quelque chose qu'on peut voir ici. Par exemple, là, je suis à 0,40 quand je suis en vitesse normalement réelle, donc je devrais être proche de 1. Et là, mon PC, il n'arrive pas à faire tourner la simulation en temps réel, surtout à cause de OBS qui fait la capture de la vidéo. Donc en temps normal, j'ai moins de soucis. Donc, là, ça va être acceptable pour la vidéo. Si on trouve que ce temps-là est pas assez haut, si voilà, vous pouvez augmenter encore le basic time step pour dire bah non, on calcule pas toutes les 80 millisecondes, mais tous les 100. Mais il ne faut pas non plus trop pousser, parce que si vous avez des calculs qui se font à intervalles trop longs, trop espacés, votre simulation ne va pas être correcte non plus. Et inversement, si vous voulez gagner en réalisme, en fait, vous pouvez diminuer ce temps-là, mais il faut savoir que là, vous risquez de ralentir votre simulation. Donc ça, c'est pour le basic time step. Ensuite, tout ce qui est après, c'est la description du monde. Donc le viewpoint, c'est la position de la caméra quand on ouvre le monde. Donc par défaut, on est quelque part comme ça là. Donc c'est la position de la caméra. Et après, on a un très grand groupe avec tous nos virages et nos lignes droites, rouge, vert. Voilà, ça c'est tout ça.
Donc à chaque fois, vous voyez que vous avez les virages droits de 1 mètre, etc. avec une taille, une translation dans le plan pour le positionner. Donc ça, c'est les personnes qui ont fait le monde, qui nous l'ont fourni, qui ont fait la piste, voilà, ils ont dû plutôt le faire avec l'interface graphique, placer les points et après enregistrer. Et ils nous fournissent ce fichier-là avec la piste. On peut très bien refaire une nouvelle piste, une nouvelle forme de piste, si on veut faire des essais sur des pistes différentes, en déplaçant les virages et en enregistrant le monde après. Donc ça, c'est tous les virages et les lignes droites. Et à la fin, on a le sol. Donc le sol, c'est le rectangle gris ici. Et puis le proto tt02 underscore 2023b. Donc il faut que ça ait le même nom que le fichier .proto ici. On lui a donné un nom, tt02 ros, et un nom de contrôleur qui est important ici. Pareil, il faut que ça ait le même nom, contrôleur ros, que le nom du contrôleur qu'on va avoir ici. Donc là, on a un contrôleur underscore ros, un fichier contrôleur underscore ros dans nos contrôleurs. Il faut que ce soit le même nom, sinon il va pas le trouver. On va parler des contrôleurs plus tard et du proto, mais voilà tout ce qu'il faut savoir par rapport à notre fichier .webot, qui est donc le fichier qui décrit le monde de la simulation. À présent, les prototypes, le fonctionnement des prototypes sur Webot. Dans le dossier prototype, on a plusieurs prototypes. Celui qui va principalement nous intéresser, c'est tt02 underscore 2023b.proto. C'est celui qui est ouvert ici. Comme pour le monde, on peut faire des inclusions de prototypes externes. Donc ici, on va avoir un car.proto et rp lidar a2.proto, qui est le prototype du lidar, et les roues tt02 wheel.proto. La différence entre ces deux-là et celui-là, c'est que ceux-ci, ils viennent du dépôt GitHub de Cyberbotics, qui est l'entreprise qui développe Webot. Donc on a en fait des dépôts de prototypes qui sont fournis. Vous pouvez aller sur le site, une librairie de prototypes, donc pour plein de types de capteurs, des capteurs de distance, des caméras, voilà, vous pouvez aller voir, je vous montrerai peut-être plus tard. Et on a les protos qui sont faits par nous-mêmes, donc qui sont ici en local. Donc si on regarde rapidement, la roue, c'est juste le descriptif d'une roue, donc avec un nom, enfin il va y avoir un nom qui va être donné après un centre d'inertie. En fait, c'est les caractéristiques mécaniques de simulation principalement ici. Donc on a les roues et après dans notre prototype, on va voir qu'on va mettre 4 roues sur notre voiture. Alors, donc on a tt02 wheel, front right, front left, rear right, rear left. C'est nos 4 roues qui sont des tt02 wheel.proto. Ensuite, donc sur notre fichier proto, on a le descriptif de notre voiture avec des caractéristiques du lidar. Et ce qui va être important, c'est nous, surtout, les composants qu'il y a sur notre voiture. Donc ici, on voit qu'il y a un lidar, la position du lidar sur la voiture, alors ça va être la peinture, et voilà, notre lidar il a un nom, et après on va avoir également sur ce prototype là un GPS. Donc rien que le fait de mettre GPS ici, c'est un truc qui est connu par Webot et qui va faire que notre voiture fournit des coordonnées GPS sur la carte. Et pareil avec Inertial Unit, et on l'a appelé IMU, donc c'est notre accéléromètre gyroscope, et lui il va nous fournir notre voiture virtuelle va croire qu'elle a un GPS et un IMU et un lidar. Donc si on veut rajouter des capteurs sur sa voiture, parce qu'on a besoin, je sais pas, je dis au hasard, de capteurs de recul pour voir s'il y a des voitures derrière, on va les rajouter ici dans ce fichier là. On peut aller chercher les prototypes sur la banque de proto de Cyberbotics,
ou alors développer soi-même, regarder un peu comment on peut faire pour développer son capteur, et on va pouvoir le rajouter là-dedans. Pour l'instant, nous ici on va se contenter de ça. Donc ça c'est la description de notre voiture. Mécanique et, et des composants électroniques aussi, voilà, mais tout ça simulé bien sûr. C'est la description de notre prototype simulé. Donc il y a la couleur, il y a la vitesse maximum, il y a même les caractéristiques, le couple du moteur, on peut même mettre un bruit de moteur si on veut, la vitesse maximum du moteur, etc. On peut tout simuler. Bon, nous, on veut juste que la voiture elle se comporte à peu près comme se comporte la voiture réelle. Si vous voyez que les comportements sont trop différents de votre voiture réelle, vous pouvez ajuster ces paramètres-là. C'est pas forcément ce qu'on va faire. Je pense que ce fichier qui est déjà fourni, il est largement suffisant. Là, ce que vous allez avoir à faire, c'est juste l'adapter à votre voiture peut-être. Par exemple, nous, on ne mettra pas de GPS étant donné que le concours covalciel il est en intérieur. On ne peut pas recevoir un signal, puis ça ne sera pas assez précis de toute façon. Donc, vous pouvez supprimer le GPS et mettre autre chose à la place peut-être. Et rajouter d'autres capteurs, des caméras, ou des choses comme ça. Voilà pour ce qui est du fichier proto. On s'attaque maintenant aux gros morceaux de Webots qui sont les contrôleurs. C'est vraiment la partie qui est peut-être la plus difficile à comprendre et puis la plus importante pour la simulation. Pour essayer de simplifier un petit peu les choses, et parce que j'ai constaté déjà des confusions avec les étudiants, on va le faire en deux étapes. Une première étape où on va utiliser des contrôleurs internes à Webots. Donc dans le GitHub que vous avez cloné, normalement dans le dossier controllers, vous avez plusieurs contrôleurs qui vous sont fournis. Vous avez un jaune, un rose, un violet et un contrôleur en C. Ce sont des contrôleurs donc violet, le C et le jaune qui ont été développés par des étudiants sûrement de Covapsi. Vous avez leur nom ici qui sont là et qui permettent de contrôler la voiture, alors en mode automatique ou en mode manuel. Mais ça, c'est rien à voir avec ROS. C'est des contrôleurs qui vont fonctionner directement, qui vont s'exécuter directement dans Webots. Il n'y a pas d'histoire de publication de topics ou d'abonnement à des topics. Là, c'est vraiment du fonctionnement que dans ROS. Donc on va voir déjà un petit peu comment ça marche ça. Comment je fais si je veux essayer ces contrôleurs? J'ai deux possibilités, soit je rajoute une nouvelle voiture en plus de l'autre, ou alors ce que j'ai fait là moi, c'est que j'ai changé le nom pour que ce soit plus clair, mais c'est pas obligatoire, et ce qui est important ici, le nom du contrôleur, et ici si je mets contrôleur underscore violet, c'est la même syntaxe qu'ici, il faut que ce soit la même syntaxe que le point pi. Et bien quand je vais lancer maintenant mon monde avec ce contrôleur, ma voiture va être commandée par le contrôleur violet.py. Donc là, je vois qu'elle s'appelle TT02 Python violet, c'est le nom que je lui ai donné. Et si je fais edit controller, je vais fermer celui-là, j'ai maintenant un contrôleur en Python qui est là. Et vous voyez ici dans le debug, enfin dans la console, j'ai eu faites M pour mode manuel, A pour mode auto, N pour stop. Et L pour affichage des données LiDAR. Donc si je fais ici L, j'ai les affichages du données LiDAR qui arrivent. Et si je fais A, la voiture avance. Alors je ne sais pas pourquoi ces contrôleurs qui sont fournis là, ils fonctionnent pas très bien. Vous allez voir que en termes de sparring partner, j'espère qu'on aura mieux, puisque là, elles n'arrivent pas à tourner. Il y a un bug dans les virages. Je n'ai pas trop envie de passer de temps dessus parce que ces contrôleurs internes, c'est bien pour comprendre un petit peu comment ça marche, mais nous, ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'il n'y a pas de lien avec Ross. Donc on va regarder vite fait. Ce qui est important ici, c'est la notion de la boucle while driver.step différent de -1. C'est vraiment le côté
important du fonctionnement d'un contrôleur. Tous nos contrôleurs vont avoir une boucle qui vont dire, tant qu'on est en train de faire tourner la simulation, tant que le numéro de step augmente et n'est pas -1 quand on est en step égale -1, ça veut dire que la simulation est arrêtée. Donc, tant qu'on est avec un numéro de step qui va augmenter en réalité, on exécute notre boucle d'action. Et qu'est-ce que fait ici cette boucle? Eh ben, elle regarde si on a appuyé sur les touches du clavier, elle met le mode, et si on est en mode auto, on a ici un mode auto vraiment très simpliste, mais qui en plus ne marche pas. If mode auto, il définit la vitesse à 3 km/h, il récupère les données du lidar sur un angle de 240 degrés à 120, enfin, il y a un petit calcul, et ensuite il définit une vitesse et un angle à partir de ces données lidar. Bon, on voit bien que ça ne marche pas, parce qu'il fait un steering angle, donc ici, il fait un driver.set cruising speed et .set steering angle pour effectivement piloter la voiture avec le driver. Donc driver, c'est l'élément qui est lié vraiment au moteur de notre voiture. Donc voilà pour un contrôleur interne en Python. Encore une fois, ça ne va pas forcément énormément nous intéresser. Nous, on veut un contrôleur où ce soit nos topics ROS qui pilotent la voiture. Donc on va voir dans un deuxième temps maintenant comment est-ce qu'on fait ça. Avant de passer au contrôleur ROS, juste pour que ce soit bien clair, ici donc j'ai mon contrôleur Python qui est en train de tourner, mon contrôleur interne qui est en train de tourner. Si je fais un ROS2 topic list, je vais voir que j'ai pas de topics qui sont publiés, j'ai pas de commande vel, j'ai pas de scan, j'ai pas d'odométrie, j'ai rien sur mon système ROS. Ça nous démontre bien que ce contrôleur là, il fonctionne juste tout seul avec Webbot. Il ne fait que prendre les données de la simulation pour les appliquer sur le simulateur de la voiture. Il n'y a rien à voir avec ROS. Donc je ferme ça et je vais modifier maintenant mon contrôleur ici. Je vais mettre contrôleur underscore ROS, donc la même syntaxe que le dossier ici. Pour que ce soit plus clair, je vais mettre ttd02 ROS. Et je vais lancer ma simulation. Ici, on voit qu'il a démarré. Bon, j'ai du debug ici. Et hop, je vais ouvrir le contrôleur. Celui-là. Et maintenant, si je fais un ROS de topic list, j'ai le command vel, j'ai l'odométrie, j'ai le slash scan qui sont les données du lidar, j'ai des choses en fait en plus. Parce que c'est ce programme contrôleur ROS.py qui s'abonne à un topic command vel, donc mon topic command vel il est arrivé, et qui publie sur slash scan, il publie aussi un transform et une odom. Donc là, on voit qu'il y a effectivement un lien entre notre simulation Webbot et notre système ROS qui est derrière. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Eh bien parce que dans le nœud, on a mis la librairie ici, RCLPY, qui est la librairie de ROS, qui permet de publier, de s'abonner à des messages. On a aussi les messages de type twist. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont avec ROS. Donc là, il y a des choses qui sont internes à Webbot, par exemple le véhicule, le contrôleur avec le lidar, le GPS, l'IMU. Ça, c'est plutôt des choses qui sont pour la partie simulation, pour contrôler la voiture dans la simulation, et simuler les composants. Et ici, après, c'est les choses qui sont en lien pour faire le pont avec ROS. On a aussi les transforms, etc. Si on va dans notre boucle de simulation, comme dans le contrôleur de tout à l'heure, parce que c'est ça qui est le plus important, on a donc
affichage contrôleur ready, et ici on a pareil que tout à l'heure, tant que le step est différent de -1, ça veut dire que notre simulation tourne, et on va exécuter cette boucle là à la vitesse qui est réglée. Et ici ce qu'on voit, c'est que à chaque fois on va publier les messages de scan. On va publier et on va aussi s'abonner à commande vel. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Donc on a dans la classe de notre nœud, on s'est abonné au twist underscore commande vel, donc au topic underscore commande vel, et c'est une fonction de callback. On a déjà un petit peu vu ça, mais c'est-à-dire que si quelque chose arrive sur le topic commande vel, c'est cette fonction qui est appelée. Donc là on peut aller regarder. Ah oui, pas le self. Elle est ici. Donc commande vel callback, hein, CB c'est pour callback. On récupère le message, et ici on va récupérer linear x, donc la commande pour avancer, et angular z qui est la commande pour tourner, et on va mettre ça dans une variable qui va s'appeler v pour la vitesse et w pour la rotation. Et après, ce v et ce w, on va s'en servir dans notre contrôleur. Ça, c'est pour le côté abonnement à /commande vel. Donc dès que quelqu'un publie sur /commande vel dans ROS, donc ça va pouvoir être ma manette si je veux faire des essais avec la manette, mais ça peut être aussi un nœud que vous allez devoir développer et qui va s'abonner au topic /scan, qui lui est fourni par ce contrôleur là, puisqu'on a vu dans la boucle qu'à chaque tour de boucle on publie le tableau /scan avec les données du lidar. Donc vous pouvez réaliser un nœud ROS qui s'abonne à /scan, et en fonction de ce qu'il voit, publie sur commande vel pour ordonner au robot de se déplacer. Et là où c'est très très puissant, disons, c'est que votre nœud qui s'abonne à un /scan et qui publie sur un /commande vel, eh bien il va se comporter normalement, exactement, ou presque exactement, de la même manière, avec un vrai lidar qui publiera sur un topic /scan, et il pilotera la vraie voiture de la même manière qu'il pilotera la voiture en simulation, puisque normalement votre voiture réelle, elle devra réagir en fonction de publication sur /commande vel. Donc là, ça c'est vraiment le côté super de la simulation, c'est que on peut basculer de la simulation à notre programme réel vraiment très facilement. On l'a fait en classe même là. On avait la voiture qui était déjà qui écoutait sur commande vel, et la simulation qui tournait. Comme ils étaient sur le même ROS de ManID, c'est la simulation qui avait des données lidar virtuelles et qui publiait sur commande vel dans la simulation, mais aussi sur la voiture. Donc on avait la voiture dans la classe qui se déplaçait en fonction des murs virtuels qu'elle avait autour d'elle, qu'elle croyait avoir autour d'elle, mais qui étaient en fait les murs de la simulation. C'est un petit peu perdant, mais il faut réussir à faire cette abstraction-là, que votre système, il va avoir du mal à différencier la simulation de la réalité, et c'est très bien ainsi, parce que ça nous permet
de développer nos neuros sans souci et sans avoir grand chose à faire. Juste pour montrer, ici on peut faire un ROS de run Teleop twist keyboard. Teleop twist keyboard. Donc ici il faut que je garde cette fenêtre là avec la main dessus pour que ça marche. Et avec I, normalement, hop, je vais déplacer la voiture. Donc encore une fois, si la voiture se déplace, c'est parce que quand je clique ou quand j'appuie sur les touches, je publie sur mon topic CommandVel. Ma voiture est abonnée à CommandVel et c'est que si on lui dit, si CommandVel demande une accélération en X, elle va agir sur le driver de la simulation et la déplacer. D'accord, ici je remontre, je fais, j'appuie sur I pour avancer, c'est linéaire X qui est publié, et ici le contrôleur est abonné à CommandVel et agit en fonction. Il faut bien que cette chaîne-là soit claire dans votre tête. Mais c'est pas forcément évident. Voilà pour le contrôleur ROS. Alors, initialement, on devait voir un peu plus de détails sur le pont ROS 2 et Webbot, c'est la visualisation AirViz et LTF, mais je me rends compte que cette vidéo est déjà assez longue et assez chargée. On a déjà vu en plus un petit peu sur cette vidéo la visualisation avec AirViz 2. On n'a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. Ce qu'on peut juste voir peut-être, c'est simplement comment on lance AirViz. C'est AirViz 2. Alors, on peut mettre un et si on veut que ça rende la main. On n'est pas obligé. On a donc AirViz. De base, on a un AirViz qui est vide. Il va falloir mettre un fixed frame. Donc ça, là, le contrôleur qui vous est fourni, le contrôleur ROS, il publie un fixed frame, enfin plusieurs fixed frames même, BaseLink ou LeaderLink. Vous pouvez mettre en fixed frame, par exemple BaseLink ou BaseFootprint, en fait, peu importe un peu. Si l'idée c'est juste de visualiser les données du lidar, on va juste ajouter une carte, donc une map, qui va se baser, non pas une map, pardon, une grid, la map, ça sera pour plus tard, une grid qui se base sur la fixed frame. Donc là, la grille va être basée sur notre repère de base, donc le base footprint, c'est le repère de notre robot. Mais tout ça, ça fait vraiment beaucoup à faire, donc il y aura une autre vidéo pour expliquer tout ça. Et c'est juste si on veut visualiser le laser scan, on est obligé d'avoir un cadre fixe, sinon notre laser scan ne s'affichera pas. Et là, il faut mettre topic. Alors, erreur subscribing, petit topic name, là c'est sûr. Topic ici, on met /scan, il n'y a que lui de toute façon, et voilà. Donc là, on a notre visualisation des données simulées, c'est déjà pas mal, et on valide le fonctionnement du pont entre Waybots, ce que voit notre voiture virtuelle et ce que croit voir notre robot. Donc en théorie, ça sera assez similaire dans des conditions réelles de course ou dans des conditions de simulation. Ce sera
Ça sera assez similaire, on aura un topic qui aura le même nom, donc encore une fois, nos nœuds, ils fonctionneront de la même façon. Et tout ce qui est TF, le transform, qui va nous permettre de positionner notre robot et nos différents éléments, les obstacles, et de faire du mapping. Tout ça, on le verra dans une troisième vidéo, je pense. Mais déjà, rien qu'avec ça, avec la publication du /scan et l'abonnement au command-vel, on peut développer un nœud qu'on pourrait appeler nav tunneling, navigation tunnel, et qui peut s'abonner aux distances là et piloter avec le command-vel, rien qu'avec le lidar, par exemple. Ça peut être une première itération d'un premier robot. Donc il faudrait développer un bon début, ça serait de développer un nœud ROS qui s'abonne à /scan et qui pilote un robot avec /command-vel. Donc il faut aussi bien sûr que quand on publie un command-vel, bah, ça fasse en réalité bouger votre voiture en vrai si vous voulez que ça marche dans la réalité. Dans la simulation, vous avez juste à faire ça, un nœud nav tunneling, et ça marchera. Voilà donc pour cette deuxième vidéo qui abordait le lien qu'on peut faire avec Webots et ROS pour faire de la simulation de robots.